Il s'agit de l'année du cheval de feu selon le calendrier chinois. L'année qui revient tous les 60 ans, marquée par le feu, l'intensité, la vitesse, les ruptures brutales. L'année où le cheval, symbole même de la monarchie britannique, revient hanter le récit, mais cette fois en feu et en sang. Moi, vous savez que je ne crois pas aux coïncidences et que des coïncidences, trop de coïncidences créent des évidences. 3 événements, 3 apparitions du sang. Avril 2024, le cheval blanc de la garde royale qui saigne et s'échappe du palais. Février 2026, l'ancien prince arrêté le jour de ses 66 ans, exactement 666 jours après l'incident du cheval. Février 2026 encore, le ciel lui-même qui saigne sur l'Angleterre. Les grands médias britanniques traitent chaque fait séparément. Pourquoi? Le cheval, un fait divers animalier. L'arrestation d'Andrew, un scandale judiciaire lié à Epstein. La pluie rouge, un phénomène météo exotique. C'est trop facile de lire les actualités comme ça. Personne ne relie les 3, personne ne pense même à poser des questions. Pourtant, les chiffres s'alignent avec une précision presque insultante. Le symbole du cheval qui revient, le sang qui coule 3 fois, le nombre 6 qui se répète comme un code, l'année du cheval de feu qui a commencé le 17 février, 2 jours avant l'arrestation. Qui croit encore que c'est un ramassis de coïncidences? Historiquement, les pluies de sang n'ont jamais été seulement météorologiques. Pour ceux qui l'ignoreraient, l'Iliade d'Homère les mentionne déjà comme présages de guerre. Les chroniques anglo-saxonnes les décrivent avant la mort des rois. Les historiens romains parlent de rivières de sang tombant du ciel avant les grands effondrements. Dans l'Apocalypse, le premier ange sonne de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. C'est quand même dingue. Dites-moi si vous pensez que je vais trop loin et que j'exagère, mais moi ça me parle énormément. Le sang qui tombe n'est pas anodin. Il est clairement un signe, surtout dans cette configuration précise. Les médias mainstream, vous l'avez vu, traitent ça comme un joli spectacle pour les passionnés de cosmologie. Sortez vos jumelles, profitez-en, pas d'alarmistes, pas de sensations, juste un événement astronomique sympa comme il y en a tous les mois à les écouter parler. Pourtant, sur les réseaux, avec les chercheurs de vérité et dans les journaux indépendants, c'est autre chose. Que ce soit d'ailleurs sur TikTok, Instagram, Reddit, des réels qui tournent en boucle plantent le décor. Planetary Parade 2026. 6 planètes alignées. Le shift arrive. Ne regardez surtout pas le ciel le 28 février. Gang meeting cosmique. Les anciens dieux se réunissent. Des contes ésotériques parlent même de portails énergétiques, de fin de cycle, d'éveil collectif forcé. Des posts viraux comparent ça à des alignements historiques. 1851-1853, avant-guerre et révolution. 1962, crise des missiles cubaines. Ou même des conjonctions plus rares qui coïncident avec des basculements sociétaux. Et pourtant, personne dans les grands outlets ne mentionne ces lectures parallèles. Les mainstream, ils n'en font même pas 2 lignes. Pourtant, relions les points avec ce qui précède. Le ciel a donc saigné sur l'Angleterre, selon ce qu'on a vu, d'une poussière saharienne mêlée à la pluie qui aurait donné une pluie de sang. Un signe ancien présage dans les textes sumériens, homériques et bibliques. Et en plus, c'est pas tout, puisque c'est exactement 666 jours avant un cheval blanc royal ensanglanté fuyant le palais, symbole de la garde du souverain qui se brise. 666 jours plus tard, un prince Windsor est arrêté le jour de ses 66 ans par 6 voitures en année du cheval de feu. Je sais, j'insiste, mais pour moi c'est tellement criant de synchronicité. Et maintenant, 6 planètes qui se rangent en arc silencieux juste après que le ciel ait pris la couleur du sang. Et je vais aller plus loin. Saturne, le vieux roi, la restriction, la structure, le temps qui fauche. Jupiter, l'expansion, l'autorité, mais aussi le tonnerre qui juge. Uranus, la révolution soudaine, l'électrique, le chaos libérateur. Neptune, l'illusion, les rêves collectifs, la dissolution des frontières. Vénus et Mercure, les messagers rapides, proches du soleil, les valeurs et la communication qui se réalignent. Le temps des révélations.
Dans l'astrologie ancienne, un tel alignement n'est jamais neutre, malgré ce que veulent nous le faire croire nos mainstream d'aujourd'hui. C'est un moment où les archétypes célestes se parlent, où les cycles se synchronisent. Pas pour prédire l'apocalypse, en tout cas pas au sens où les plus incultes l'entendent, mais pour refléter ce qui se fissure en bas. Est-ce que le soleil secoue vraiment la Terre ou était-ce juste une coïncidence statistique que les chercheurs osent enfin modéliser et ce même si c'est prouvable par le passé? Ils ne vont pas nous le dire tout de go, mais ce qui est sûr, en ce début 2026, le ciel ne se contente plus de regarder. Il parle, il saigne, il s'aligne et peut-être même il tremble. À vous de voir les amis, si ces signes sont des hasards alignés ou les premiers craquements d'un ordre plus ancien qui se fissure actuellement sous nos pieds. Vous vous doutez que moi, j'ai plus tendance à regarder de ce côté-là. Ce qui trouble dans cette séquence de février 2026, ce n'est pas l'existence de chacun de ces phénomènes. Encore que, parce que ce n'est pas des phénomènes anodins. Les monarchies vacillent, les poussières traversent les continents, les planètes suivent leur orbite, le soleil entre et sort de phases d'activité jamais vues, rien de tout cela n'est sans importance. Parce que ce qui est réellement troublant ici, c'est la superposition. Un scandale qui rouvre une plaie ancienne au sommet d'une institution millénaire. Un ciel qui prend la couleur du sang au-dessus de ce même territoire. Un alignement céleste qui remet brièvement les regards vers l'écliptique. Et une hypothèse scientifique qui suggère que notre étoile, loin d'être un simple décor lumineux, pourrait parfois influencer jusque dans les tensions profondes de la Terre, du cœur de la Terre. Nous vivons dans une époque qui compartimente, parce que c'est plus facile comme ça. Politique d'un côté, météo de l'autre, astronomie dans sa case, géophysique dans la sienne. Chaque discipline protège son périmètre. Chaque événement son explication isolée. C'est pour ça que je les répète en boucle pour bien que vous voyez les connexions. صواريخ نوير إعداد Dernière nouvelle, il y aurait un choc qui se serait produit en Israël. Le ciblage de l'usine de dessalement de Sorek, donc il n'y a plus d'eau en Israël, la plus grande usine de dessalement au monde. Elle serait détruite. Voilà. La voilà en direct. Ensuite, Benjamin Netanyahou, on le sait, vient d'atterrir en Allemagne. Ensuite, si vous voulez suivre, il n'y a pas que lui qui s'est barré, il y a toute l'élite israélienne qui s'est tirée. Regardez. Alors, depuis le départ, ça c'est le courage. Il y en a qui s'est barré à Chypre. Il se dit, je vais pas quand même aller trop loin. Et les autres... Bonjour à tous. Guerre en Iran. Pourquoi la position de Trump aujourd'hui me paraît être inacceptable? Eh bien, je l'ai dit, il redit, Trump a eu l'immense mérite, incroyable, de faire bouger les lignes depuis son arrivée, dans des domaines essentiels, comme sa lutte contre le wokisme, le LGBTQ+, le côté inclusif. Il a été pour le recouvrement de la souveraineté de son pays contre cette Europe pourrie à laquelle on assiste aujourd'hui. Le fait aussi qu'il réhabilite la Russie sur le plan international est un gage certain. Qu'il dévoile, comme il l'a fait, l'affaire Epstein, même si on n'en connaît pas encore 30%, surtout en France où elle est complètement étouffée. Le fait qu'il ait été aussi contre Macron, qu'il tourne maintenant totalement en dérision sur la scène internationale. En revanche, son soutien sans condition à Israël, à son leader Netanyahou, est totalement inimaginable et me gêne profondément. L'ingérence dans les affaires iraniennes est malsaine. C'est avant tout au peuple iranien de régler ses propres problèmes et pas à nous, occidentaux, d'interférer en la matière. L'Iran, c'est un magnifique pays. Il n'y a que les cons qui n'y sont pas allés qui peuvent penser le contraire. Les Perses, c'est l'une des plus belles des civilisations qui existent aujourd'hui. Eux aussi ont le droit à la bombe nucléaire, comme tous les autres, les 5 autres. Pourquoi Israël l'aurait et pas eux? Les musulmans ne sont pas tous des ayatollahs, surtout sur place en Iran. Tout comme les juifs, des fans de Netanyahou, non. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. N'oublions pas que les fameux mollahs dont
ils parlent aujourd'hui et dont ils estimaient avoir revendiqué l'éradication totale ont été fabriqués en France par l'ayatollah Khomeini, à qui on a offert en France l'exil sous Mitterrand. C'est de la France qu'il a pu fomenter cette révolution. Alors, ce sont les mêmes qui aujourd'hui demandent l'intervention des Américains sur place et qui ont mis en place le système. Incroyable. Oui, c'est au peuple avant tout de régler ses propres problèmes. Sinon Trump, s'il souhaite véritablement être le gendarme du monde, il devrait aussi dégager le pouvoir en France, qui ne représente que moins de 10% de la population. Il devrait dégager Netanyahou, qui est un horrible sanguinaire. Lorsque nous arriverons, nous, en pouvoir en France, eh bien, j'exigerai que nous luttions d'abord contre toutes ces influences extérieures, quelles qu'elles soient. On ne répondra à aucun lobby, aucune pression extérieure, ni sioniste, ni bancaire, ni pharmaceutique. Ce jour-là, chers amis, et pour bientôt, je vous le garantis. Merci de partager. Alors, l'Observatoire juif de France dépose une plainte contre moi et j'en suis terrorisé. Je vais à la messe là, juste là, et je vais devoir demander à tous mes frères de prier pour moi parce que ça va être la fin de ma carrière, la fin de ma vie, peut-être même. Pourquoi? Pour avoir demandé sur un Twitter, est-ce que le fait de dire que Hitler ne voulait pas en première intention déporter, enfin tuer les juifs mais les déporter, c'est du négationnisme ou de l'antisémitisme? C'est une question que j'ai posée. Et ces abrutis sont tombés dans le panneau. En effet, ils me poursuivent pour avoir questionné ce point, sans considération du fait que, comme je l'ai dit ensuite, cette affirmation n'est pas de moi, elle est de Benjamin Netanyahou lui-même. Et donc, ce faisant, l'Observatoire juif de France vient de reconnaître avec une puissance extraordinaire que le premier ministre d'Israël est un antisémite ou un négationniste, l'un ou l'autre. Ou alors l'Observatoire juif de France va devoir m'expliquer à la barre que questionner un propos dont il est notoire qu'il est celui de Benjamin Netanyahou lui-même constituerait une infraction et que donc répéter, questionner ce que dit Benjamin Netanyahou est effectivement un délit. Eh ben j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Je vais vous dire les copains, faites-le ce procès. Faites-le vraiment. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ne vous dégonflez pas. Je sais qu'il y a pas mal d'effets d'annonce, mais s'il vous plaît, citez-moi devant la 17e. Citez-moi où vous voulez d'ailleurs. Attaquez-moi pour incitation à la haine raciale. Allez me dire que questionner est une incitation à la haine raciale. Je veux dire, c'est toi qui fais une fixette sur les juifs, c'est pas moi. Pourquoi tu me parles que de ça déjà? On pourrait parler d'autre chose. Tu crois que dans mes livres je parle que de ça? Non, c'est parce que les seuls qui m'emmerdent quand je les critique, c'est les juifs. Les autres, ils m'ont pas emmerdé parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de me faire taire. Ouais. C'est tout. En fait, les juifs sont les seuls qui ont le pouvoir de me persécuter en permanence. Mon parcours et ma situation est la preuve même d'un incroyable pouvoir communautaire totalement illégitime et que seule cette communauté organisée a ce pouvoir exorbitant. Parce que notre problème à nous en tant que goy, c'est qu'on laisse pas un espace trop important. Notre problème à nous en tant que goy, c'est la lâcheté. Voilà. Oui, la lâcheté ou la gentillesse. La gentillesse. On nous appelle les gentils. Les gentils. Ouais. C'est eux qui nous appellent gentils. Effectivement, mais moi, mon problème, c'est de redonner un peu de courage, de conscience et d'intelligence morale, selon des critères qui sont conformes aux critères de la République, bien compris, et aux critères du monde chrétien, bien compris, à des gens qui ont été totalement déboussolés par des manipulateurs pervers. Donc effectivement, moi je déplore la lâcheté goy, et je dis sans lâcheté goy, il n'y a pas de pouvoir juif, je le dis, voilà. Mais excuse-moi, j'essaie d'être courageux pour 1000 goy qui ont cessé d'être courageux, en général, par la gentillesse, oui, parce que on est quand même un pays de braves gens, je veux dire, on est braves, mais il y a des gens qui te remercient pour ta gentillesse et d'autres qui en abusent. Je prétends que des gens ont abusé de notre gentillesse et qu'ils mènent le pays à la catastrophe, que cette catastrophe se voit chaque jour un peu plus et que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils deviennent de plus en plus inquiets, brutaux et qu'ils aggravent finalement la tension. Et moi, ma proposition est toujours la même, égalité et réconciliation, c'est-à-dire rejoignez, respectez le pacte républicain que Napoléon a mis en place au départ, ça s'appelle l'assimilation. Et n'essayez pas d'asservir la République à vos lubies et à vos prétentions dominatrices. On peut mener un combat frontal comme je le fais, ou se retirer du monde, et peut-être même passer
croire au combat par la prière. Par exemple, je communique avec des moines qui me disent en gros, je respecte ce que vous faites et nous prions. Nous prions pour vous, nous prions pour la paix, nous prions pour l'amour. Les musulmans, ils tournent autour de la Kaaba, tu sais. Moi, je prétends pas que tout le monde doit faire comme moi. Je prétends expliquer ce que je fais et que ce que je fais est légitime. Et que ça ne mérite pas du tout les critiques que je subis et les condamnations que je subis, et que je pense que c'est de l'inversion accusatoire. Ce que ces gens me reprochent, c'est ce qu'ils ont en eux en réalité. Ils parlent de haine toute la journée, parce que leur religion est fondamentalement fondée sur la haine. Votre texte prévoit aussi que sur le certificat de décès soit inscrit mort naturelle. Mais ce sera faux, objectivement faux, juridiquement faux et moralement faux. La personne ne sera pas morte naturellement, elle sera morte par administration d'une substance létale. Vous demandez aux médecins de mentir, vous demandez à l'État d'effacer la réalité, vous demandez aux familles de vivre avec une falsification officielle. Mais pourquoi ce camouflage? Parce que vous savez que ce que vous faites dérange, parce que vous savez que cet acte de donner la mort choque. Alors vous maquillez la vérité. Et une loi qui commence par travestir les faits est une loi dangereuse. Pour vous assurer que la personne sera au bout du processus de l'euthanasie, vous avez voté un dispositif inédit au monde, non imaginé par les plus libertaires de cette planète avant vous, le délit d'entrave. 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour les médecins, les soignants, les amis, les membres de la famille qui diront « Je sais que tu es en souffrance, mais je te propose de t'aider autrement qu'en te tuant ». 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour le simple fait de vouloir proposer autre chose que l'irréversible, pour le simple fait d'être humain. Ce délit d'entrave est une honte, une abomination pour les proches. L'un des derniers garde-fous saute lui aussi. En miroir, vous nous avez fait voter un délit d'incitation très réduit, 1 an de prison et 15 000 € d'amende, 2 fois moins que le délit d'entrave. Cet hémicycle s'apprête donc à voter, à acter qu'inciter quelqu'un à mourir est moins grave que tenter de l'éviter. Longtemps, le progrès médical était la création d'examens de radiologie, la découverte de la structure de l'ADN, l'immunothérapie contre le cancer, l'identification de l'origine de la trisomie 21. Fut un temps, le serment d'Hippocrate avait une valeur. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Entendez là les soins palliatifs. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Entendez là le refus de l'acharnement thérapeutique. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Entendez là, je ne pratiquerai pas l'euthanasie. Fut un temps encore, on considérait que la vie humaine était digne, indépendamment de l'âge, du handicap, de la maladie, de la dépendance. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que la vie ne mérite d'être vécue qu'à condition d'être jeune, indépendant et en bonne santé. Là, on est en train de nous dire que pendant qu'il y a des champignons dans les écoles, pendant que les hôpitaux tombent en ruine, là, c'est pas des farces, là. Parce que quand on présente les images, je suis obligé de valider parce que j'ai peur que ce soit l'intelligence artificielle. Parce que c'est incroyable. On a vu dans des hôpitaux filmés par TVA, donc c'est vrai, des rongeurs. Il y a des oiseaux. À Mont-Laurier, dans mon patelin, là où je suis né, l'hôpital où je suis né, l'hôpital est tellement vétuste que ça fait un reportage classé E. Fait qu'ils sont en train de voter, ils veulent présenter des projets de loi sur la qualité de l'air, ils ne sont pas capables d'assurer le minimum à nos enfants qui sont dans les écoles, le minimum à nos malades qui sont dans les hôpitaux. Si vous ne vous faites pas traiter de fasciste dans votre vie quand vous êtes un patriote et un nationaliste, c'est parce que vous êtes un mou. C'est parce que vous ne faites pas votre travail. Vous faire traiter de facho par l'extrême gauche communiste, c'est la base, les amis. C'est la base. Facho, raciste, nazi. Ils ont juste ça à la bouche parce qu'ils ne sont pas capables de débattre sur le fond de l'argument. Vous comprenez? Ils sont incapables de débattre sur le fond. Oui, il y a un grand remplacement. Oui, l'Occident est la plus grande civilisation. Oui, on a le droit d'être maître chez nous. Oui, les gauchistes, vous êtes dans une espèce de délire dans votre alliance avec l'islam. Ça, c'est la réalité. Et parce qu'ils sont pas capables de débattre sur le fond, ils attaquent en lançant des épithètes là, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on s'en fout. Vous n'avez plus aucune crédibilité, les gauchistes. Tout le monde s'en fout de vos insultes. Allez vous faire voir. Retournez là, dans vos sous-sols là, à lire Lénine, Trotsky, je sais pas quoi. Vous êtes pitoyables.
Manifestement, il y a, les images sont assez claires, des hommes s'acharnent, des hommes et des femmes peut-être, s'acharnent très clairement sur un homme à terre, sur le mode, et ce ne sont pas des hommes au hasard rassemblés, c'est une milice d'ultra-gauche. J'ultra-gauche plutôt qu'extrême-gauche parce que ce sont des gens qui font de la violence un instrument légitime d'action politique dans leur esprit. Donc, qui tabasse un homme, qui le tabasse avec l'idée qu'à tout le moins il peut mourir et à tout le moins il mourra. Donc, c'est un lynchage à mort, premier élément. Ensuite, ce qui me frappe surtout, c'est comment très rapidement les faits deviennent secondaires dans le récit médiatique. L'ultra-gauche lynche à mort un jeune homme. Très rapidement, le récit médiatique met en scène en fait le double danger de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Très rapidement, dans la même semaine, on nous explique que le véritable danger serait dans la marche qui viendra une semaine plus tard. Marche qui serait en fait une marche d'extrême droite témoignant du retour du fascisme et du nazisme en France. Et au terme de cette semaine, le récit médiatique dominant consiste à nous dire que le véritable danger, encore une fois, sans surprise, c'est ce qu'ils appellent l'extrême droite. Et à partir de là, la nécessité de la combattre à tout prix. Donc à partir d'un mort causé par l'ultra-gauche, en dernière instance, le danger qui nous est présenté, ce serait le retour du fascisme en France. Je ne peux y voir autre chose qu'une falsification médiatique à grande échelle. On apprend que la Ville de Québec mettra une limite pour le nombre de chasses d'eau par jour. Désormais, vous pourrez faire caca seulement une fois par jour. Selon le maire, cette mesure permettra de sauver la planète.